C'est vraiment normal là, de se retrouver pour, en tout cas, situer les responsabilités, non seulement tirer également les leçons par rapport à tout ce qu'on a vécu durant cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, Ablaye Diallo également sur ce plateau, c'est l'homme d'ailleurs de la finale hein, qui a eu la chance de présider, de présenter le plateau de la finale. Ablaye, bonsoir. Bonsoir Isiaga, bonsoir à tous. Voilà, et puis Amadou Djoulé Junior Diallo, selon les téléspectateurs, c'était la révélation du plateau Cannes. Amadou Djoulé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Silla, bonsoir à tous. Et puis on va terminer par le Kuntigi, hein, puisqu'en Afrique, le pouvoir a trouvé la gérontocratie dans la cité. Il s'agit bien du Kuntigi du service des sports. Et là, je suis Sekouna Kamara. Sekouna, bonsoir. Bonsoir Isiaga, bonsoir à toutes et à tous. Le décor est planté et mesdames et messieurs, chers invités, je vous dis que nous irons de l'aspect organisationnel au niveau technique de la compétition en passant par l'arbitrage et pourquoi pas les retombées économiques de la CAN pour déboucher sur le poids de la CAN. Qu'est-ce que la CAN représente aujourd'hui dans le giron du football mondial? Voilà entre autres les différents thèmes que nous allons débattre. Nous allons toujours, question de genre oblige, donner la priorité à la seule dame du groupe d'ouvrir le bal avec cette première question. Le Maroc a misé gros, le Maroc a réussi gros. Pour une CAN organisée à 24, la CAF réserve désormais 6 stades pour l'organisation. Le Maroc a donné plus que la demande. 9 sites de compétition retenus pour la CAN de la 35e édition. Quelle prouesse! Effectivement, ici à Ada, le Maroc se devait de réussir en tout cas le pari de cette organisation, oui. Et cela pour plusieurs raisons. Parce que je ne vous apprends pas en disant que le Maroc est co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, oui. Aux côtés donc de l'Espagne. Oui. Et donc, quand on est choisi pour organiser une telle compétition, il fallait déjà mettre la barre très haute pour prouver à ceux qui vous ont désigné, qui n'ont pas eu tort de vous choisir pour organiser en tout cas cette compétition. Également, tout ce que le Maroc représente en termes d'organisation, tout ce que le Maroc met comme moins investissement dans la construction des différentes infrastructures, qu'elles soient donc sportives, hôtelières et puis routières. Oui. En plus, tout ce que le Maroc enregistre comme résultat sportif, parce qu'on parle quand même du demi-finaliste de la Coupe du Monde. Hein, oui. Effectivement, et les U20 ont été également champions du monde. Et puis les U17 champions d'Afrique. Avec tous ces résultats, le Maroc était justement en sa 2e organisation après 37 ans. Donc, quand on revient dans une telle organisation, il faudrait en tout cas attirer l'attention des gens pour dire que les gens n'ont pas eu tort, en tout cas, de nous choisir pour organiser cette compétition. En tout cas, tout ce que j'ai cité tout à l'heure devait pousser à cette nation de réussir en tout cas le pari de cette organisation. Et puis, cette édition de 2025 n'était pas la sienne. Donc, n'était pas, comment dire, octroyée destiné à la Guinée. Au Maroc. C'était l'édition qui devait être organisée par la Guinée. Malheureusement, on n'a pas pu tenir nos promesses selon le cahier de charge qui a été confié donc à la Guinée. Oui. Donc, on était obligé à la dernière minute de confier cette organisation donc au Maroc. Donc, le Maroc se devait en tout cas de réussir et le Maroc a réussi le pari en tout cas de cette organisation. Vous avez vu des appréciations qui futent un peu partout. Oui. Le président de la CAF, celui de la FIFA et les observateurs sont tous unanimes que le Maroc a mis du paquet pour réussir en tout cas Justement, je vais attempérer vos ardeurs. Hein. Le Maroc a mis du paquet pour vous relancer, j'allais dire, votre voisin, Amadou Djoulé Junior Diallo. Pas moins de 20 milliards de dirhams investis dans les infrastructures sportives et puis pour réussir cette CAN, Djoulé. Oui, je crois en termes de revenus, c'est une CAN historique. C'est pourquoi on parle de records, oui. Surtout sur le plan financier, oui. Au niveau du spectacle également, il y a eu des records. Oui. C'est vrai, sur le plan organisationnel, il y a eu des défaillances parce que
on a vu ce qui s'est passé lors de la finale. Non, on y en viendra. C'est un débat codifié et structuré. On est d'abord sur les infrastructures sportives, comme a dit Mali, hôtelières et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand on regarde ces infrastructures, on peut dire que le Maroc, aujourd'hui, c'est le niveau mondial avec des hébergements des hôtels standards à 5 étoiles. Oui. Il y a eu au moins 9... il y a eu 24 hôtels pour les équipes convoquées pour des villes différentes avec tout ce qu'on a vu, le format de cette compétition. Donc, selon la participation, on peut dire qu'aujourd'hui, en termes de moyens, c'est une CAN pareille, il faut seulement dire que c'est incroyable parce que ce que le Maroc a fait, c'est difficile d'atteindre ce niveau-là avec ce nombre de stades. Chaque équipe a un hôtel standard incroyable à côté de son centre d'entraînement. Donc je pense que ça c'est inédit. Maintenant, pour garder le cap et rester sur ça, il faut... On arrivera pour garder le cap. On va relancer Ablay, l'homme de la finale d'ailleurs, qui était là sur son plateau. Plusieurs invités, prestige. Ce ne sera pas de le dire. Sur le plan infrastructurel, le Maroc a réussi à organiser une CAN à envergure Coupe du Monde. Oui, évidemment. Ça, c'est clair et net, puisque le Maroc... ne s'est pas limité au standard de la CAF. C'est-à-dire est parti au-delà. C'est une sorte d'entraînement. Parce qu'il y a la Coupe du Monde qui frappe à sa porte. Effectivement, voilà, une sorte d'entraînement pour la commission d'organisation, pour en tout cas l'État marocain, de dire attention, cette CAN est une aubaine pour nous, de jauger tout ce qui est infrastructure, de jauger notre façon de faire, de jauger notre capacité d'accueil. Et éventuellement se projeter sur la prochaine Coupe du Monde qui viendra en 2030. Et là déjà, là-dessus, le Maroc s'en est bien en sorti. Et surtout, parlant des infrastructures, il n'y a pas photo. Et des stades, ça ne serait-ce que la ville de Rabat, pas moins de 4 stades. Et il y a des stades qui sont sortis de terre en 9 mois. Donc ça veut dire autant qu'il y a eu des moyens, énormes moyens à la disposition de la commission d'organisation. Et aussi le Maroc a jugé nécessaire de se renforcer à tout point de vue pour ne pas qu'il y ait de fausses notes, même si après ça reste quand même une œuvre des humains. Qui n'est pas parfaite à 100%, mais tout ce que le Maroc a investi, tout ce que le roi a mis comme moyen, l'État marocain, et voilà, tout ce beau monde-là, on peut se réjouir et surtout être fier. D'autant plus que c'est sur terre africaine quand même, quoi qu'on dise. Et après, ça reste quand même une CAN historique, et tant mieux pour le continent. Et voilà, on va relancer le Kountigi du service des sports, et d'ingé, on fera 3 coups, c'est-à-dire sur l'organisation. On passera également sur l'aspect billetterie et pourquoi pas la sécurité. Alors, le Kountigi, on a vu, pour ne pas répéter vos prédécesseurs, c'est une organisation à envergure Coupe du Monde. À côté, il y a eu la billetterie qui a été beaucoup plus améliorée, modernisée. Et puis, la sécurité, le Maroc s'est attaché les services des autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, et même le FBI est venu pour s'inspirer du modèle de la sécurité dans l'organisation du Maroc. Donc, ça, sur ce plan, c'est une organisation top niveau. Oui, je dirais que c'est une organisation exceptionnelle parce qu'on a dit le Maroc a tiré les leçons du passé, c'est-à-dire avant le Maroc, vous savez que c'est la Côte d'Ivoire qui avait organisé, et pour bien faire, il faut se comparer, et le Maroc a su se comparer, et comme vous l'avez dit, ce n'était pas que l'organisation d'une CAN. Il y a la Coupe du Monde qui était là et là. Et le Maroc devait faire les choses de telle sorte qu'il n'y ait pas assez de reproches. Vous avez vu dans l'organisation par rapport aux équipes, chaque équipe a son camp, et même les équipes qui sont dans le même groupe pouvaient, quand une équipe joue ici, vous êtes dans le même groupe, mais vous pouvez ne pas jouer sur le même stade. Et il y avait Rabat 1, Rabat 2, Rabat 3, on ne sait même pas. Donc ça, ce sont des situations nouvelles pour, en termes d'organisation, parce qu'on a l'habitude de suivre la phase finale de la CAN, on le sait généralement comment ça se passe. Aussi, vous l'avez dit, aujourd'hui, si vous voulez, c'est-à-dire que la billetterie et la sécurité, ce sont deux choses
qu'on ne peut pas dissocier. Si vous voulez, ça veut dire qu'il y ait plus de sécurité, la billetterie doit être suffisamment organisée et bien huilée. Et vous avez sans doute remarqué les billets avec bracelet, etc. etc. Tout ça, c'est parce que c'est pour éviter la falsification. Et vous le savez, et parfois même pour avoir des billets, il faut, c'est en ligne, il faut le faire. Sur la plateforme, il y a là. Donc là, c'est éviter aussi le marché noir, parce que généralement le marché noir, c'est source de confusion. Voilà, c'est source de confusion, c'est source de confusion. Et donc on a pris toutes les dispositions, et cela, il y a aussi des, comment on va dire, des commissariats qui étaient proches des stades. Il y a, vous l'avez dit, le Maroc a inspiré parce que vous avez parlé du FBI. Le FBI n'est pas venu simplement parce que pour aider aussi le Maroc, parce que rappelons-le, la Coupe du Monde 2026, les États-Unis d'Amérique font partie des pays qui vont organiser cette compétition. Et donc, le Maroc a essayé un tout petit peu calquer ses dispositifs sécuritaires et tout par rapport, comme je le disais tantôt, pas seulement pour l'organisation d'une CAN, mais le Maroc avait quelque chose devant, c'est-à-dire l'organisation de la Coupe du Monde. Donc, on a réussi à mobiliser plus de services de sécurité, parce qu'avant la compétition, il y a eu plus de 3500 nouvelles recrues qui sont venues s'ajouter aux forces de l'ordre, et que ces forces de l'ordre avaient reçu comment dire, mandat de filmer, d'enregistrer et de rendre compte qui de droit. Et ça a commencé du début de la CAN jusqu'au lendemain de la finale. C'est pour dire qu'en termes sécuritaires, le Maroc a pris les choses très au sérieux pour ne pas qu'il y ait suffisamment de couacs en termes sécuritaires. Alors, Madame Kamara Mami, on va vous relancer sur cet aspect organisationnel, la billetterie en passant par la sécurité et les infrastructures. Également le transport, il y a eu l'amélioration du transport ferroviaire, puisque les équipes se déplaçaient cette fois-ci par le train. Au lieu de 200 km, on prend l'avion, avec tout le risque. Désormais, les équipes, d'une ville à une autre, c'était les trains ordinaires qui transportaient les gens. Donc, sur ce plan organisationnel, on a mis du paquet. Effectivement, parce que on connaît suffisamment ce pays, parce que je le rappelais la dernière fois que nos matchs sont généralement délocalisés dans ce pays-là. Donc, ce pays n'a franchement... Et c'est pourquoi quand vous suivez le compte-rendu de certains confrères, notamment des journalistes camerounais, ils étaient à l'aise de dire que le Maroc n'a absolument rien à, comment dirais-je, envier à certains pays occidentaux. Tout ce qu'ils ont suivi, ils étaient vraiment à l'aise de le dire, parce qu'il y a certains qui étaient à leur première fois d'être au royaume chérifien. Ils ont été, comment dirais-je, émerveillés par rapport aux infrastructures déjà que le Maroc a pu mettre en place dans l'organisation de cette CAN. Et je le rappelais, les infrastructures hôtelières. C'est pourquoi le transport a été beaucoup plus amélioré. Vous avez rappelé tout à l'heure, au lieu de prendre des bus pour des trajets long. Ou quand c'est 200 km, c'est l'avion forcément par la carte. Voilà. Donc il fallait prendre les TGV pour améliorer, pour que ça soit beaucoup plus rapide, pour permettre à ces joueurs-là d'être sur les différents sites et puis s'entraîner avant le coup d'envoi, en tout cas, des différents matchs. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Sur le plan sécuritaire, tout à l'heure, Sekouna le rappelait qu'il y a eu 3500 agents qui ont été formés bien avant le coup d'envoi de cette compétition, qui se sont rajoutés aux forces de l'ordre. Également, à côté, il y avait 6000 caméras qui étaient là, implantées un peu partout à travers les villes. Et puis, la surveillance aérienne avec les drones qui pouvaient sillonner les abords des différents sites qui abritaient les différents matchs, et puis les endroits où étaient situés les supporters. Tout ça, c'est pour rassurer, en tout cas, ces gens qui se sont déplacés pour aller vivre cette 35e édition, qui devaient, en tout cas, se retrouver chez eux en toute sécurité, en tout cas, sur tous les plans, dans tous les domaines. C'est vrai, il n'y a pas une œuvre humaine parfaite. On va peut-être revenir là-dessus. en parler. Mais pour le moment, franchement, c'est une CAN
vraiment réussi, hein, vraiment réussi. C'est vrai, on va le rappeler que c'était un test pour cette nation-là. C'était un test pour savoir effectivement si on peut organiser une édition de la Coupe du Monde quand on sait une Coupe du Monde, tout ce que ça représente. En termes de logistique. Effectivement, donc pour le moment, franchement, le Maroc a réussi le pari. Le pari, Djoulé, on l'a dit à la billetterie, selon les organisateurs, la recette a dominé celle de la Côte d'Ivoire et également, et même si par endroit, ça a été constaté, il y a les verts des stades clairsemés, mais il y a quand même eu de l'affluence pour que la recette soit beaucoup plus conséquente. On parle de l'amélioration tous azimuts sur le plan organisationnel. Oui, effectivement. Pour boucler ce chapitre. Effectivement, je pense que en termes de recettes, le Maroc c'est mérité ce qu'il a eu parce que le niveau d'organisation est tellement élevé. Chacun a envie de venir. Quand 5000 ou quelques journalistes postulent pour avoir des accréditations, il y a eu 3800 qui ont couvert. Donc ça veut dire que l'affluence déjà c'est un record selon les organisateurs. Donc c'est l'une des éditions les plus attrayantes visuellement et sportivement. Ça c'est après le compte rendu de la CAF. Donc je pense que c'est vraiment bien. Ce qu'on a vu au Maroc, c'est une référence. Maintenant, quiconque a un travail pareil, il faut se lever très tôt parce que ce qu'ils ont fait, le Maroc a montré au monde qu'ils veulent organiser. Ces Marocains veulent organiser la Coupe du Monde. Donc la CAN, c'était juste une occasion pour présenter ce qu'ils ont préparé pendant tout ce temps. Parce que ça fait quelques années, le Maroc rêve quelque chose, organiser une compétition, remporter la CAN. Le Maroc n'a pas organisé la CAN. Dommage perdu sur son sol. Maintenant, depuis que la CAF a dit on vous convie cette édition, parce que la Guinée n'a pas pu, le Maroc a dit donc c'est l'opportunité pour nous de présenter au monde ce qu'on a préparé depuis quelques saisons. Donc c'était le cas. Franchement, c'est un record au niveau de l'affluence, c'est un record au niveau de revenus, et même au niveau du spectacle, je pense que il faut juste féliciter le Maroc pour cette belle organisation. Pour en finir, Ablay, on peut dire que le Maroc a honoré l'image de l'Afrique pour dire que le développement est possible sur ce continent. Imaginez le stade de Tangier. 68 000 spectateurs. Je pense que voir ce stade survolé par le drone, on peut dire que c'est en Afrique que oui, avec une bonne gouvernance, le développement est possible dans ce continent. Évidemment, puisque qui parle d'organisation d'une CAN parle de décollage sur tous les plans pour un pays qui veut se développer, puisque parlant de la CAN, toutes les infrastructures entrent en jeu. Donc le Maroc a prouvé combien de fois il est prêt et combien de fois le sport peut en tout cas amorcer le développement d'un pays. Et d'autant plus que pour le niveau même du spectacle, pour l'attractivité même de la compétition, pas moins de 180 pays qui ont couvert en tout cas cette compétition. Et là déjà, c'est pour dire autant que organiser, c'est pour se développer. Bien sûr, on peut dire que oui, le Maroc fait partie des pays développés sur le continent, mais ça rehausse encore le niveau. Et jusqu'à se comparer à certains pays occidentaux. Et donc, c'est toute une fierté pour le continent. Et voilà, on ne dira pas assez, hein. Sekouna Kamara, on va fermer portes et fenêtres de ce premier chapitre. On est tous d'accord que sur le plan organisationnel, le Maroc a réussi le pari. Je pense que l'espoir est permis pour ce continent et pour voir d'autres pays, à l'image de l'Afrique du Sud en 2010, d'organiser d'autres éditions de Coupe du Monde. On va s'attaquer aux choses sérieuses. On construit des stades, c'est pour jouer au ballon. Le ballon a des indicateurs. 52 matchs ont été joués au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. On aura tout vu. Quelle appréciation faites-vous du niveau de la compétition? Je pense que le niveau il est élevé, c'est vrai. Parce que le football, c'est d'abord les buts. On a eu plus de buts. Le record a été battu. Le record, c'était à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, où on a marqué 119 buts. Cette fois-ci, c'est 121 buts marqués en 52 matchs. Et là, il y a eu aussi des athlètes qui se sont vraiment illustrés de la plus belle des manières. Et ces athlètes-là, pour la plupart, qui jouent en Europe ou ailleurs, vous prenez Sadio Mané, Osimhen,
Brahim Diaz, qui a été le meilleur buteur, même s'il n'a pas battu le record en Côte d'Ivoire, parce que l'attaquant de la Centrafrique qui a été meilleur buteur en Côte d'Ivoire, Nsuyé, avait marqué la Guinée équatoriale, pardon, avait marqué 5 buts aussi. Ibrahim Diaz aussi a marqué 5 buts. Et comme on l'a dit, il y a eu le niveau, il est vrai, il y a eu des matchs attrayants où il y a eu beaucoup d'intensité, à l'image le match de la finale, vous avez le match Cameroun Maroc ou encore Nigeria Maroc. Il y a eu beaucoup de matchs où il y avait beaucoup d'intensité, où on a eu beaucoup de situations. Il y a quand même des équipes qui se sont distinguées, c'est vrai, mais par rapport à votre question, en tout cas, on dira tous les signaux qui expriment, on va dire, la qualité ou bien la valeur du football africain, toutes ces qualités-là, tous ces indicateurs-là étaient au vert. On a parlé d'intensité. Quand vous prenez l'aspect tactico-technique, et on a vu des équipes qui ont joué avec des modules variables au cours d'un même match. Donc ça, les exemples sont légion. On a vu des équipes qui ne jouaient pas forcément avec les mêmes tactiques de jeu, mais qui nous ont donné beaucoup de sensations, de l'émotion. Il y en a eu, parce que le football, le sport d'une manière générale, c'est l'émotion. Et nous-mêmes, en tant que journalistes, ce sont ces émotions-là que nous vendons. Et il y en a eu suffisamment. Et là aussi, il y a eu des faits de jeu, vous l'avez dit, on en parlera, c'est vrai, mais encore une fois, moi je dis que ces faits de jeu généralement accompagnent le football. Il y a des équipes qui ont gagné une Coupe du Monde en marquant avec la main, ça vous le savez. Et donc ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pourquoi ce sont des sujets, c'est-à-dire en parlant de ces sujets-là, il faut être très prudent. Il ne faut pas le faire avec beaucoup d'exubération, parce que j'ai l'impression que les gens ont tendance à taxer un tout petit peu le continent africain, comme quoi c'est en Afrique seulement qu'on retrouve des situations comme ça. Mais moi je dirais qu'avant cette Coupe d'Afrique des Nations et au plus haut sommet du football mondial, c'est-à-dire que la Coupe du Monde... Je donne un exemple, à la Coupe du Monde 1986 à Mexico, Diego Armando Maradona a marqué la main contre l'Angleterre, et après il dira à la presse, j'ai marqué de la tête guidée par la main de Dieu. Donc fin de citation. Il y en a eu beaucoup de situations. Alors quand ces situations comme ça se passent à la Coupe du Monde, et quand on a d'autres situations, ce n'est pas pour blanchir les arbitres, c'est vrai que ça fait mal. On arrivera, mais juste pour dire aux Africains qu'on n'a pas besoin de trop se victimiser, comme quoi notre compétition, parce que notre compétition est si ça, or ailleurs, on a vu d'autres situations plus graves que ce qu'on a vu du côté du Maroc. Mami, on revient, j'insiste, le niveau de la compétition. En Côte d'Ivoire, on avait dit que c'était la meilleure CAN, mais là, ce qu'on a constaté au Maroc, en termes de niveau de compétition, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire, parce que là, on a vu des matchs de haute intensité avec des athlètes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour dire qu'on est fiers du niveau du football africain. Surtout, on le rappelle toujours, et après la précédente édition, le président de la CAF était fier de dire que c'était la meilleure organisation de toute l'histoire de cette CAN. C'était déroulé du côté de la Côte d'Ivoire. Et c'était sans compter sur cette édition qui nous a montré beaucoup de choses, de suspense, de surprises. Pas de surprise, parce qu'il n'y a pas eu assez de surprises dans les différentes confrontations. La logique, franchement... Du début jusqu'à la fin de la compétition, la logique a été respectée. Peut-être quelques surprises, c'est la qualification de la Tanzanie pour les 8e de finale, qui a été éliminée par le pays organisateur qui est le Maroc. Également le Mali, qui s'est qualifié avec juste 3 points. Et 3 matchs nuls, qui n'a pas enregistré de victoire, si je ne me trompe pas, tout au long de cette compétition-là. Si vous prenez les affiches des quarts de finale, c'était des empoignades vraiment sérieuses lors de ces quarts de finale-là. Et quand vous prenez en tout cas toutes ces équipes qui ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale, à part le Mali, et chacune de ces équipes a au moins, comment dirais-je, remporté une CAN.
une CAN, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr, bien sûr. À part le Mali, vous prenez le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte et puis la Côte d'Ivoire. C'est les habitudes. Donc, ça prouve à suffisance que le niveau de cette édition-là était vraiment relevé. Et en tout cas, il y a eu beaucoup de révélations également. C'est vrai que c'est des joueurs qu'on voyait dans leur club respectif, effectivement, oui. À l'image d'Amad Diallo, oui. Donc qui a été du côté de l'Angleterre, oui. Effectivement, oui, qui a été pour moi la révélation de cette CAN-là, parce oui. Qu'il a été très énorme dans les différentes confrontations. Oui. Il y a eu beaucoup d'engagement, de détermination. Oui. Chaque équipe était venue en tout cas pour défendre quelque chose, pour prouver oui qu'elle ne s'est pas qualifiée au hasard. Oui. Elle a mérité en tout cas sa qualification, donc il fallait se donner à fond pour aller le plus loin que possible dans cette compétition. Oui. Même si au final c'est une seule équipe qui doit remporter le trophée, mais en tout cas les autres n'ont vraiment pas démérité. On disait le niveau de la compétition, c'est qu'on a parlé des entraîneurs qui changeaient de tactique et les joueurs qui s'habituaient à ces tactiques à géométrie variable, mais Mami parlait des hommes, des révélations, des anciens qui sont venus confirmer. Oui, effectivement, il y a eu des révélations et des confirmations. Et, elle a parlé d'Amad Diallo. Mais quand on parle de révélations, il y a Carlos Baleba du Cameroun qui a fait une très grande compétition. La liste est très longue. Il est très jeune, mais ce qu'il a apporté, on n'oublie pas aussi Christian Kofane, l'attaquant qui évolue du côté de la Bundesliga, donc Leverkusen. Pour les entraîneurs, moi j'ai dit félicitations à Eric Sekouchel du Nigeria qui a fait un très bon travail et qui a pu mettre une configuration tactique qui a pu tenir toute la CAN. Et pourtant, il a été limogé du côté du Mali lors de la précédente édition. Lui-même, il n'était pas au courant. C'est ça, selon lui, lors d'une interview, c'est sa maman qui lui a informé qu'il a été limogé parce que pour lui que sa maman est souvent sur Facebook, il n'avait pas vu encore le courrier. Ça, c'est vraiment une grosse erreur administrative pour les Maliens. Et aujourd'hui, on a vu Sekouchel de quoi il est capable. Il a mis une très bonne équipe en place. Les Américains se posent la question, pourquoi et comment cette équipe a perdu contre la RDC lors du barrage de Zélotar pour la Coupe du Monde? Parce que ce que le Nigeria a présenté lors de cette compétition avec des stars, Lukman ou bien Osimhen, qui a été un véritable leader. Il y a eu une petite altercation et finalement tout est rentré dans l'ordre. On a vu aussi Ndidi, le capitaine de cette équipe, l'un des doyens, qui a pris la responsabilité après ce problème. On a parlé des primes et organisations. Certains joueurs voulaient dire qu'on ne voyage pas tant que pour les huitièmes de finale tant qu'il n'y a pas de prime. Didi a pris sa responsabilité et dit qu'il est prêt à mettre de l'argent pour payer les primes. Pourtant, ce n'est pas le plus riche dans le groupe. Seulement, c'est la volonté, le patriotisme, l'amour du Nigeria qui lui a poussé à faire tout ça. Donc, franchement, quand on regarde, il y a eu des révélations, il y a eu des confirmations, il y a eu des équipes qui ont présenté un très bon football, comme le Maroc, même s'il y a des problèmes. Mais le Maroc a une très bonne équipe. C'est vrai, chaque match, il y a des polémiques. Mais il y a Ibrahim Diaz qui a fait un très bon tournoi, pourtant c'est une première pour lui. Il y a Yakmi qui est revenu, qui a confirmé même s'il a tenu son statut. Son statut. Et il y a également... Surtout qu'il n'était pas attendu dans cette compétition, il est blessé. Voilà, il a fait. Et puis on a vu aussi Bono. Le gardien qui a fait un très bon tournoi, il a été récompensé à la fin. Également notre ami El Kabi. El Kabi, voilà. Donc je pense que c'est... El Kabi d'ailleurs, c'est... beaucoup de médias pensaient qu'il allait récidiver parce qu'il a été meilleur buteur du CHAN lorsque le Maroc avait organisé, lorsque la Guinée avait quitté lors du premier tour, lorsque la paix a été limogé avant de faire Donc tout ça c'est pour revenir sur, pour rappeler que Kabi, il connaît très bien le football africain avant de s'envoler pour la Grèce. Donc je pense que c'est une très belle compétition, il y a eu des révélations et des confirmations et peut-être ça va être un bel exemple pour les pays africains. Ablaye, on parlait du niveau de la compétition. Qui parle du niveau de la compétition parle également des entraîneurs. On a remarqué que les entraîneurs africains ont vendu chèrement leur peau, puisque dans le dernier carré, on ne voyait que les entraîneurs venant du continent africain. Comme pour dire que le développement, l'intelligence, la science est universelle. Sur ça, il faut aussi mettre l'accent.
Effectivement, on ne le dira pas assez, c'est une autre fierté pour le continent, Oui. parce que vous n'avez pas moins de 14 entraîneurs sur les 24. Donc plus que la moitié même des équipes qui ont participé à cette compétition. Je parlais tantôt du Tchad, parlant des équipes qui sont qualifiées, c'est le Soudan plutôt. Voilà. Au lieu du Tchad, voilà, j'ai confondu. Au lieu du Tchad, c'est le Soudan. Voilà, ça arrive, que cela soit dit en passant. Parlant des techniciens africains, c'est-à-dire si ces techniciens-là ont tapé dans le ballon et après se sont reconvertis en entraîneurs, la plupart. Et les différents États, les fédérations ont mis les moyens à leur disposition, les ont mis à la tâche et les ont facilité le travail. Et vous avez vu ce passage à témoin entre Aliou Cissé du Sénégal et le passage de témoin, c'est vrai. Le passage de effectivement, témoin, vous avez vu combien de fois cela a été bien ficelé, Justement. bien huilé. Sans faille. C'est la continuité sur la durée. Et la fédération même, il y a eu changement à la tête. Justement. Augustin Senghor est remplacé par Abdoulaye Faye, qui devient désormais le président de la Fédération sénégalaise de football. Et vous avez vu, parce qu'il y a un soubassement qui est là. Parlant de l'équipe sénégalaise, par exemple, c'est une petite parenthèse. Il y a la colonne vertébrale de l'équipe. Vous prenez dans les buts, vous avez Edouard Mendy. Vous venez dans la défense, le capitaine Khalidou Koulibaly. Devant la défense qui joue le rôle de sentinelle, vous avez Idrissa Gana Gueye. À l'attaque, vous avez Sadio Mané. Vous avez vu, c'est la colonne vertébrale de l'équipe sénégalaise. Et après, vous avez des jeunes qui ont de l'enthousiasme, qui ont de l'insouciance, à l'image d'une des révélations, comme on parle des joueurs qui ont tapé dans l'œil des techniciens. Vous avez Ibrahim Baye de Paris Saint-Germain à 17 ans qui marque à la CAN. Vous avez Baleba ou encore Kofane, l'attaquant de Bayer Leverkusen du Cameroun. Qu'est-ce que vous faites de Iliman Iliman Diaye, oui, Iliman a été lors de la précédente CAN, si je ne me trompe. Iliman était là. On parle des hommes de cette CAN. Oui, mais pour cette CAN, il y en a tellement. Vous prenez l'équipe marocaine, vous avez un certain Nel Ainaoui qui, Sadio, a chippé le ballon pour aller être l'avant-dernier passeur pour le but sénégalais. Il y a tellement de jeunes joueurs. Vous partez dans l'équipe des éléphants, tenant du titre finalement qui n'a pas allé au bout, n'est-ce pas, de cette CAN-là. Vous avez Chris Inao, le jeune Chris Inao, voilà, de Trabzonspor, qui fait aujourd'hui la convoitise des grands clubs, que ce soit en Angleterre, Man City, vous avez Chelsea et tant d'autres qui se bousculent pour chipper ce garçon-là, qui évolue en Turquie à Trabzonspor. Osimhen qui est resté, effectivement, donc qui a maintenu également son statut. Voilà, vous avez Bounou, vous avez Calvin, le défenseur central du Nigeria. Il y a tellement de très bons joueurs. Vous avez le jeune Elhadj Malik Diouf, moi qui m'a vraiment épaté, le latéral gauche, où il y avait Jacobs qui était titulaire d'entrée et finalement le jeune a pris les rênes, n'est-ce pas, de ce couloir gauche. Il y a tellement de bonnes, et surtout l'attitude de Sadio Mané. Peut-être on viendra là-dessus, mais il faut l'en parler ici à Ga. Il a joué ce rôle. Donc on est d'accord que grosso modo, au-delà de l'ensemble, les particularités se sont dégagées. Les anciens également ont maintenu leur statut. On les a tous Il y a cités. également le meilleur buteur qui joue sa première CAN. Ibrahim Diaz, qui aurait dû jouer même pour l'Espagne. Et finalement qui vient en Afrique pour sa première fois. Et qui, pratiquement, les 5 matchs qui se sont suivis, il a marqué au moins un but. Et qui s'adapte. Vous voyez, donc, effectivement. Alors, on va attaquer ce qu'on appelle en matière de diplomatie, les sujets qui fâchent. Et sur ce, on va commencer par Sekouna. Et vous savez, en matière de diplomatie, les anciens sont toujours prisés pour parler des sujets qui fâchent. L'arbitrage, l'autre perdant de la CAN. Voilà le titre donné par la presse mondiale. L'arbitrage aujourd'hui, Sekouna, est devenu une sorte de serpent de mer pour le football, je dirais mondial. En dépit que l'arbitrage aujourd'hui est assisté de technologies de pointe, il y a l'arbitre qui est un être humain, assisté de 2 personnes qui ont des fanions bip, c'est-à-dire en cas de hors-jeu, ils ne font qu'appuyer sur le fanion pour que le brassard de l'arbitre vibre, pour prendre en moins d'une seconde la décision. On a le ballon à puce. Dans ce ballon, quand le ballon traverse la ligne de but, il y a une puce, la montre de l'arbitre vibre. Tout ça pour aider. Il y a la VAR. En cas de doute, l'arbitre va se référer à la VAR où on a au moins 15 caméras qui ont des différents angles
pour montrer à l'arbitre afin de discuter et de prendre une bonne décision. Mais à cette CAN, l'arbitrage a été le grand perdant. Oui, je vais répondre à votre question, mais je voulais juste compléter le raisonnement d'Ablaï tout à l'heure concernant le niveau. Je pense que la CAN, la phase finale de la CAN a été prise très au sérieux par la FIFA. La preuve et le Maroc et le Cameroun, le Sénégal, ont tous fait un bond en termes de classement au niveau de la FIFA. Et donc, par rapport à votre question, je dis oui, du côté de l'arbitrage. Vous savez, vous avez parlé de la technologie. Et tout ça là, c'est bon. Mais vous savez, tout ça là résume... le résumé de tout ça là, c'est la volonté humaine. L'homme est au centre. Oui, l'homme est au centre. C'est-à-dire ce que lui il veut, c'est ce qu'il fera. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais encore au lycée, je crois, et c'est par rapport aux douanes guinéennes. Le général là se raconte, paix à son âme. Il a été invité à la direction générale des douanes pour l'inauguration du système informatique Sidonia. Les douaniers vont se rappeler. Sidonia, c'était le système informatisé des services des douanes. On lui a montré toute la technologie. À sa sortie avec son franc-parler, il a dit tout ça là c'est bon, mais c'est l'homme qui doit être façonné parce que c'est l'homme qui commande la machine. Donc voilà, donc la réponse, voilà, c'est aussi clair. Sinon, pour cette compétition de 52 matchs, 73 arbitres ont été choisis. Parmi les 73, il y a eu 28 arbitres centraux, 31 arbitres assistants et 14 officiels dédiés uniquement pour l'assistance vidéo, la VAR, comme vous le disiez. Et ces arbitres, dans la répartition, la CAF a été vraiment équitable parce que toutes les régions de l'Afrique étaient représentées, bien évidemment par les meilleurs. Par les meilleurs au papier, on a dit. Maintenant, mais quand on voit, quand on regarde, quand on scrute ces matchs, je pense que c'est sur les matchs du Maroc qu'on a eu suffisamment de problèmes. Des soucis, hein? Oui, suffisamment. À commencer par ce match contre les Comores. Match d'ouverture. Match d'ouverture, où en première période, le Maroc était vraiment en difficulté. Il a fallu un penalty, on peut dire un peu généreux. Voilà. Contre le Mali, ça a été la même chose. Et ce qui est un peu marrant, contre le Cameroun par exemple, le Cameroun aurait pu bénéficier au moins 2 pénaltys, mais ça n'a pas été le cas. Contre la Tanzanie, tout le monde en a parlé. À la dernière minute, les Tanzaniens pouvaient obtenir un pénalty. Et à la finale, vous avez vu, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Moi, je pense que l'arbitre de la finale, par exemple, quand vous jouez, il faut, c'est-à-dire même entre vous et votre femme, ou bien entre vous et votre mari, le moment compte beaucoup, le cadre compte beaucoup. C'est-à-dire, il y a de ces sanctions, vous attendez juste le moment pour les prendre. C'est pas parce que quelque chose est fait tout de suite, vous allez prendre. Non. Quand vous jouez une finale, regardez par plus de 180 pays, vous êtes à 1 minute de la fin de cette finale. Mais c'est pas un match ordinaire. Un match comme ça, vous ne pouvez pas, sur une action, oui, d'accord, il y a la faute, parce que là, il faut être clair. Sur l'action, il y a la faute. Mais si on est d'accord qu'il y a la faute, on est encore d'accord qu'il y avait but. Il y avait 2 minutes avant. 2 minutes. Donc là, l'arbitre, il doit comprendre en ce moment-là. Bon, l'esprit de loi doit dominer. Mais ça n'a pas été le cas. Autre chose, le match Nigeria-Algérie. Sur ce match, les Algériens auraient pu bénéficier d'un penalty indiscutable. Mais bon, comme pour vous dire, oui, on va amener la technologie, on va faire la formation, parce qu'il faut le rappeler, le 15 déjà, c'est-à-dire 3 jours avant le début de la compétition, les arbitres ont bénéficié d'une formation, d'un renforcement de capacité de remise à niveau, comment dirais-je, physique, tout et tout. Mais je dis encore une fois, on arbitrera bien les matchs si nous, en tant qu'humains, on a la volonté d'être impartial. Mais si l'arbitre n'a pas la volonté d'être impartial, même si vous amenez les drones, y compris la VAR, pour l'aider, y compris la VAR, super arbitre. Et avec accessoires, des drones qui vont tourner autour de lui pour lui siffler des choses à l'oreille. Si lui-même, il n'est pas disposé à être honnête, il ne sera jamais honnête. Mamie, on va vous relancer. Je sais que vous en avez beaucoup sur le cœur. Je suis en train de sentir dans vos regards sur cet aspect d'arbitrage. Honnêtement, une compétition très relevée ne devrait pas se passer de la sorte. Et ça peut s'appeler l'injustice de la justice. Parce que ceux qui étaient chargés de juger
n'ont pas été, mais pas du tout, à la hauteur de cette CAN. Je suis d'accord avec vous, Isiaga. Oui. Et vous avez vu d'ailleurs, hein, cette belle organisation a failli être capotée par une décision arbitrale et ça ne devait pas se produire. Et si on ne dira même pas que ça a un tout petit peu taché l'organisation du côté du Maroc. Et si c'est comme ça, ça devient un peu compliqué. Et ça ne nous surprend pas. Parce qu'on a vécu beaucoup de faits comme ça, des décisions arbitrales qui ne devaient pas intervenir. Et puis, généralement, je suis d'accord avec Sekouna que c'est généralement sur le pays organisateur. Et si toujours on continue à mettre en tête que le pays organisateur, c'est vrai que c'est quand même des pays qui mettent assez de moyens pour la réussite de la compétition. Mais si on continue à mettre en tête que le pays organisateur ne doit pas être éliminé, ça va être compliqué pour les autres nations qui sont qualifiées pour la CAN. Parce que quand vous prenez l'édition de 2021, par exemple, au Cameroun, vous avez vu, c'est vrai que ce n'était pas des décisions arbitrales, mais vous avez vu, chaque adversaire, par exemple, du Cameroun, c'était à l'époque du Corona. C'était Corona. Oui. Corona. Covid, oui. Les adversaires, en tout cas, du Cameroun, la majeure partie, en tout cas, les joueurs étaient testés positifs avant même le coup d'envoi Oui, c'était au Cameroun, effectivement. Vous voyez des trucs comme ça, pourtant, ils n'étaient pas quand même les seules nations qui étaient là présentes. Et Cameroun, le côté Cameroun, zéro Covid. Zéro Covid. Il a toute la compétition. Mais ça, c'était au vu et au su de tout le monde, personne n'a réagi. Vous prenez également cette édition du côté du Maroc. Là où il y a eu des discussions, ce sont des matchs qui ont été disputés par le Maroc, le pays organisateur. C'est qu'on a le rappelé tout à l'heure. Pas moins de 4 matchs. Effectivement. Et l'exemple le plus frappant, c'est le match contre la Tanzanie que j'ai suivi. Ça, franchement, j'étais énervé à plus d'un titre. Le petit poussé. À plus d'un titre. À la dernière minute, et pourtant, l'arbitre central est en contact direct avec la VAR, mais il n'a pas été appelé. On a laissé comme ça, et puis, finalement, les choses sont passées comme ça, personne n'a tiré les leçons, personne à la poste. Effectivement. Également, le jour contre le Cameroun, c'est encore la même chose. Même s'il y a eu des cris. Excusez-moi, contre le Cameroun, finalement, c'est l'arbitre mauritanien qui est arrivé. Or, au départ, ce n'est pas lui qui devait arbitrer ce match. C'était un arbitre égyptien qui était choisi. Mais les Marocains ont protesté. Si vous avez vu la réaction un tout petit peu des Camerounais, finalement, on était obligé de changer. Il est question de tenter d'avoir en direct Moussa Bintou pour savoir est-ce qu'à la phase finale, un pays peut protester pour le choix des changement. Et on a vu dans cette CAN où le pays organisateur a dit l'Algérien ne vient pas, l'Égyptien ne vient pas. Et voilà. Où allons-nous? La CAF est là, en béni oui. Honnêtement, il faut le dire. Vous voyez? Et le jour de la finale également, tout ce qui s'est passé, ça aussi c'était au vu et au su de tout le monde. Une compétition où il y a au moins combien de caméras fixées sur le match? C'est vrai que tu peux avoir ta décision, mais ceux qui suivent connaissent également, interpréter en tout cas ces lois. Comment est-ce que tu peux fermer les yeux sur certaines décisions et puis, finalement, que les gens ne réagissent pas? C'est un peu compliqué. Vous avez vu l'action du Sénégalais. Ça, c'était au vu, au su de tout le monde. Le premier but que le Sénégal a marqué, il y avait but, mais l'arbitre siffle une faute. C'était une faute, non? Il avait sifflé avant le but. Le but. Là, il avait sifflé avant en le plus, but. il n'a pas été appelé pour interpréter les décisions des Sénégalais, malgré qu'ils ont insisté. Maintenant, comme c'est le pays organisateur, il obtient pratiquement les mêmes choses. Il accorde le pénalty. Et vous voyez, c'est pourquoi ça a capoté, ça a eu des cris. Mais à la place, en tout cas, des Sénégalais, j'allais avoir les mêmes réactions. Ah bon? Franchement, j'allais avoir les mêmes. En foulant au sol. Non. Le fait de quitter, je ne suis pas d'accord. Mais de réagir, d'attirer l'attention des gens sur l'injustice, j'allais réagir de la même façon. Mais je ne suis pas vraiment pour. Donc, pour vous résumer, vous êtes du côté de tout le monde qu'on a été très déçus par. Très déçu. Et si on ne tire pas les leçons par rapport à l'arbitrage, ça va tuer à petit feu, en tout cas, ce football africain qui est en train de décoller petit à petit.
Le maillon faible de cette organisation, on est tous d'accord, c'est l'arbitrage. Mais ce qui fait mal, avec toute la technologie requise, Kontigi le disait, qu'on soit passé à côté. Comment expliquez-vous? Est-ce que c'est la CAF qui dirige pour dire voilà le vainqueur de ce match? Ou bien c'est ceux qui sont à la VAR qui ont des intérêts juxtaposés qui disent on appelle ici, on n'appelle pas là? Ou bien c'est l'être humain, l'arbitre qui ferme les yeux pour dire non, je prends cette décision? À quel niveau on peut situer la responsabilité? Moi, je pense que c'est une mise en scène parce que jusqu'à présent, mise en scène. Jusqu'à présent, le match, selon les informations, selon même certains médias marocains, jusqu'à présent, le match Sénégal-Maroc, le match n'est pas encore homologué. Donc, il faut homologuer pour que le titre soit définitivement Sénégal. Et selon les indiscrétions, le Maroc demanderait à ce que le match soit rejoué ou bien il y a ça et ça. Et ça, c'est des choses peut-être qu'on pense impossibles, même si on a vu au niveau des éliminatoires du mondial passé, le Sénégal, le Sud-Afrique a été rejoué. Maintenant, ça c'est un. Deuxièmement, on a parlé de désignation qui dérange et fantaisiste. J'avais commencé par parler de l'incompétence de la commission d'organisation de la CAF. Tom Sibongile, c'est un arbitre sud-africain. Il était ciblé pour la finale. Il a été écarté, il a terminé par être 4e officiel de cette finale. On a vu Moustapha Gorbal, on a vu Issa Si qui a arbitré Algérie. C'est un Algérien. On a vu Issa Si qui a arbitré au Nigeria, Algérie. Ça fait des polémiques, il a reçu même des coups. Pourtant, pour moi, ce match-là, au moins, c'était moins par rapport à certains. Mais la compétition, c'est que l'arbitrage africain n'a pas le niveau de la compétition. Ah bon, vous pensez? Pour moi, oui. Parce que les actions ne sont pas délibérées. C'est pourquoi moi, je pense que c'est... Le niveau, il est là. Jean-Jacques Ndala, l'homme de la finale, c'est un des meilleurs du monde. Mais la preuve, il est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Maintenant, on le reproche pour une action. Par exemple, Mami a parlé du but marqué par les Sénégalais. Il avait soufflé avant. Il y a un règlement qui dit... On dit assistance vidéo, l'arbitrage vidéo. C'est quand l'arbitre a besoin de se faire assister qu'il va appeler l'assistance. Donc, pour lui, il pense qu'il peut maîtriser la situation sans assistance. Il n'a pas appelé l'assistance parce qu'il avait soufflé avant. C'est pas obligatoire qu'il demande s'il arrête le match, s'il arrête le jeu, il n'a plus besoin d'aller à la VAR. Ça, il faut être clair. Donc, parce que le coup de sifflet d'un arbitre soit engagé ou arrêté un match, c'est les deux. Donc, s'il arrête, il n'a pas besoin d'aller voir à la VAR. Donc, maintenant, sur le match du Maroc, comment on rappellerait après Comore, la Tanzanie qui vit par l'épée payera par l'épée. On va parler de... c'est d'accord avec lui. Le Maroc a être là où il était. Il restait pas plus de 10 secondes. Il faut faire parfois. Maintenant pour le Cameroun, c'est là où j'étais vraiment choqué. Parce que le Cameroun, j'ai vu une action sur Brian Bimo. Ça, c'est un carton. C'est clair. Ça, j'ai dit, à partir de là, je sais que la compétition ne va pas se terminer comme ça. Parce que la CAF, il faut se dire, pas la CAF seulement, et la CAF et Infantino, ils ont une intention inavouée. Tout le monde voulait que le Maroc remporte la compétition. C'est vrai parce que le Maroc a beaucoup dépensé, le Maroc s'est battu, ça fait 50 ans, depuis 1976 contre la Guinée, ils n'ont rien remporté. C'est une finale, polémique, parce que ce moment, un but partout, chacun avait le nombre même de points, on dit non, tu as marqué plus que l'autre, et puis la Guinée n'a pas remporté la coupe. Il fallait jouer une finale entre les deux, tir au but ou quoi. Ça aussi, et si ça se répétait cette fois-ci, on aurait dit décidément, le Maroc ne remporte la CAN que sur des décisions impopulaires. Heureusement. Voilà, donc pour se faire des amis, vous savez, le Maroc, c'est l'un des pays les plus aimés au monde. On a vu l'ancien coach d'Arsenal, Arsène Wenger, qui a critiqué. Ça, c'est des grandes voix mondiales. On a vu Iniesta qui était là-bas et qui est parti même pour être directeur sportif de la fédération, directeur technique de la fédération marocaine de football. Tous ceux-ci ont critiqué parce que tout le monde voulait que le Maroc remporte, mais légalement. Et là, malheureusement, ça n'a pas marché. Le pauvre Maroc n'est que compétiteur. L'organisateur est là. C'est la CAF qui organise. Je crois que s'il y a un comité local d'organisation, quand il y a la CAN, le bureau de la CAF est transféré dans le pays qui organise. On prend tout un hôtel 5 étoiles, tout le monde est là. Le bureau fonctionne pendant un mois. Les commissions sont là. Le Maroc n'a rien à voir dans le choix des arbitres. Si le Maroc dit je ne veux pas voir un Algérien, un Équateur-Guinéen, la CAF cède à ça.
le Maroc n'a rien à voir. C'est la légèreté de notre CAF qu'il faut mettre en organisation de la oui, voilà, la légèreté et surtout ce manque de prise de décision adéquate. Puisque le foot, le sport, c'est l'égalité de chance. Justement. Et après, on parle de fair play, mais si les choses ne se passent pas comme ça se doit, ça irrite un côté. Et c'est pour éviter ces colères saines dans une compétition aussi relevée que la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fête du football sur le continent. Donc, tous les petits détails sont à prendre au sérieux. Mais après, si vous fouillez un peu aussi, est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière ces décisions-là, derrière ces désignations? C'est ça qu'on disait. Parce qu'on a vu, si vous remontez un peu, il y a des remontrances qu'on fait, n'est-ce pas, à des arbitres béninois ou encore, vous avez vu la CAN féminine où le Nigeria a remporté contre le Maroc. Le Nigeria a remporté contre le Maroc et c'était un trio féminin béninois, namibien qui était là. Et à la fin du match, il y a une haute autorité du football marocain qui s'est en pris aux arbitres. Et il y a pas mal d'exemples. Et donc si ce cas de figure se présente, vous vous posez la question, est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière pour ces désignations? On met un trio, on dit non, on n'est pas d'accord, il faut tel, on impose et la CAF reste sans prendre des décisions là. C'est pas parce qu'on dépense des milliards et des milliards, on organise qu'on va forcément remporter. On a vu l'Égypte qui a organisé en 2019, éliminé en 8e de finale par l'Afrique du Sud. On a vu le Cameroun organisé, qui n'est pas allé jusqu'en finale, ainsi de suite. Ils ont manigancé également. Effectivement. Le Maroc a manigancé. Voilà. La finale, le point nodal de cette situation, on allait clôturer en beauté, finalement. Une image qui n'honore pas le football africain avec des scènes totalement en deçà de l'éthique du sport. Comment entrevoyez-vous cette finale qui ne ressemble à rien à toute la compétition tout au long? La finale a son tableau spécial parce que c'est l'antichambre de cette organisation. Et évidemment, d'autant plus que c'est les meilleurs de la compétition qui se sont retrouvés en finale. Donc, on s'attendait à une véritable empoignade entre deux grosses nations du football à travers le monde aujourd'hui. Parce que vous avez le premier du continent et le deuxième qui se croisent en finale. Et parlant aussi des équipes en face, vous avez des stars de part et d'autre. Sadio Mané par-ci, Achraf Hakimi par là, Brahim Diaz, ainsi de suite, les Pape Alassane Gueye, et qui chez encore Bono et puis Edouard Mendy. C'est la crème du football du continent qui s'est retrouvée pendant cette finale, où tout allait bien, comme sur des roulettes. Et après, une décision arbitrale vient capoter et tout. Et voilà, il y a les règlements qui sont en tout cas prévus pour ce cas de figure. Par exemple, Pape Thiaw, son attitude, on n'a pas aimé quand même, quoi qu'on dise, puisque là, il est le garant, il est non seulement... C'est un éducateur avant. Voilà, l'éducateur, il est le leader, c'est lui qui met en tout cas son groupe dans la tactique qu'il faut, qu'il veut, pour déjouer les pronostics, en tout cas pour déstabiliser l'adversaire, mais au-delà du rectangle vert, il a cette responsabilité d'éducateur. Il a cette responsabilité puisque c'est le Sénégal qui est vu là. Quand on parle du Sénégal, le drapeau flotte, mais après il y a l'État sénégalais qui est reconnu dans l'équipe nationale du Sénégal. C'est l'Afrique qui est là. Et on t'a dit, hein, une finale retransmise dans 180 pays de par le monde. Effectivement. Et avec tout ce qu'on a de la vision de l'Afrique, des nouveaux partenaires sont venus cette fois-ci. Pas moins de 23 sponsors. Voilà. Et qu'on dise en une finale, ils sont venus pour la première fois pour regarder la CAN. On voit cette scène. Ça n'honore pas notre continent. Ça nous désole quand même. Ça n'envoie pas une image attrayante de la compétition, voire même de l'Afrique à travers le monde. Parlant de Pape Thiaw, son attitude était condamnée. Il ne devait pas le faire. Il devait se contenir. En tout cas, essayer de gérer cela à l'interne. Sans dire à ses joueurs de quitter. Parce qu'il y a le règlement qui punit. L'article 82, par exemple, quand un joueur quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, l'équipe perd par forfait.
Ouais, doit parce viager. qu'il y a deux tableaux. Effectivement. Vous quittez avant 15 minutes, vous Avant revenez, 15 tout le minutes. monde prend un carton jaune. Effectivement. Tout le monde prend un Il y carton jaune. avait au on moins continue. 3 Mais après joueurs. 15 minutes, 3-0, Sans vous vous quittez. revenez. Voilà. Il y avait au moins 3 joueurs de l'équipe nationale qui étaient déjà qui partaient dans les vestiaires. Oh oui. Et vous voyez, donc l'attitude de Pape Sekouna. Thiaw aura entaché un tout peu rapidement, ce scénario. Ablaye, on va laisser la parole au Kountigi également, qui va aussi donner son point de vue sur cette scène de la finale. Ça n'honore pas l'image du football africain. On pouvait se passer de cela. Les Sénégalais, l'entraîneur n'a pas eu raison. Heureusement, à côté d'un Sénégal qui était en déroute, il y a eu un Sénégal qui a ramené à l'ordre, c'est Sadio Mané. Oui, heureusement, il y a dans ce groupe un joueur comme Sadio Mané, décrié, mais il est resté humble. Même quand il a marqué le but qui a permis au Sénégal d'aller en finale, il a demandé aux gens de rester tranquilles, de rester calme, humble. Vous savez, c'est ça aussi, moi, ce qui m'a un peu surpris. On le sait très bien, le slogan des joueurs sénégalais, les officiels généralement, ils vous disent respect et humilité. Et là, je pense que les deux concepts-là, à un temps record, se sont effondrés et parce qu'on ne les a pas reconnus. Mais si on regarde un tout petit peu avant la finale, il y a eu des signes avant-coureurs parce qu'en conférence de presse, l'entraîneur il le disait, ils n'ont pas aimé le fait qu'ils sont arrivés à la gare, il n'y avait pas de sécurité. Donc un tout petit peu, je sentais un tout petit peu qu'ils n'allaient pas, qu'ils avaient l'intention de ne pas du tout se laisser faire. Donc c'était ça la motivation, même si cela a un tout petit peu écorné l'image de cette finale. Mais comme on aime à le dire, c'est vrai, il fallait juste ce tact-là pour un tout petit peu noircir le tableau, on va dire, brillant de cette organisation. Mami, on l'a dit, les Sénégalais sont venus déjà préparés dans la tête, puisque Sekouna l'a dit. On a dit que les trains ont été mis à la disposition des équipes pour le transport. Ils sont venus pour qui connaît les gares et pas de sécurité suffisante. Entremêlés aux gens, on pouvait poignarder un jour là-bas, l'empoisonner, que dire quoi. Donc, et puis il y a eu des problèmes d'hôtel, ils sont partis dans un petit hôtel, ils ont protesté, et on les a ramenés, problème de terrain d'entraînement. Donc, tout ceci avait préparé les Lions à des scénarios. Donc, comme on a dit que c'est une organisation humaine, elle n'est pas parfaite. Ils sont venus au terrain, on a vu cette scène. Vous avez rappelé là, parce qu'on a tous vécu ça, des signes avant-coureurs, en tout cas de ce qui s'est produit lors de la finale, parce que vous avez rappelé tout ça, des Sénégalais qui savaient déjà, qui s'attendaient déjà à quelque chose. Et c'est vraiment déplorable, parce que une finale comme ça, parce que quand vous prenez les tickets finalement, c'est vrai qu'il y a eu du sérieux dans la vente de ces tickets-là, mais le jour de la finale, en tout cas selon les informations que j'ai reçues, un ticket était vendu à 500 ou 800 euros. Vous imaginez combien de fois les gens avaient accordé de l'importance, en tout cas, à cette finale-là. Oui, le marché noir, je disais. Il a la vie dure. Vous avez des gens qui ont effectué le déplacement, qui sont venus pour en tout cas vivre cette finale-là. Et il y avait de la place pour tout le monde. Dans un stade qui en comptait plus de 60 000 places, il y avait de la place pour tout le monde. Et le jour même de la finale, la dernière fois, au plateau de la finale que Abdoulaye a animé, c'est qu'on a le rappelé ils ont, comment dirais-je, les examens ont été arrêtés, reportés, en tout cas pour permettre à tout le monde de venir en tout cas suivre cette finale-là. Malheureusement, moi, en tout cas, je ne pouvais pas m'attendre à cela, qu'on réussisse une organisation du début et que le jour, en tout cas, qui devait réunir tout le monde, qu'on se sépare en beauté et que des choses se produisent et on se quitte, comment dirais-je, à queue de poisson. Et c'est ce qui s'est produit et c'est vraiment déplorable. Et vous avez vu la décision la réaction en tout cas des Sénégalais que tout le monde a déploré. Et dès que Pape Thiaw déjà a demandé à ses poulains de quitter le stade, on était tous là, on s'était dit que c'était une erreur grossière en tout cas de la part de ce sélectionneur-là, qui était à sa première expérience à la tête en tout cas de cette sélection sénégalaise, peut-être pour la CAN bien sûr, même s'il était l'entraîneur. Il a été champion aussi au champion. C'est pas un novice. Bien sûr, mais par la tête en tout cas de cette sélection.
Ah, Voilà. mais quand même, une équipe, non, ça, c'est une équipe. Ouais. Effectivement, mais moi, je me dis que peut-être il n'est pas un peu expérimenté par rapport à tout ça, parce qu'on ne peut pas prendre une telle décision. C'est pourquoi j'ai aimé la réaction de Sadio Mané. Que dire de ce Sadio Mané-là? C'est pourquoi j'étais seule, je disais qu'un homme doit chercher la bénédiction de ses parents. Sadio Mané est vraiment béni. Parce que quand on est béni, on triomphe toujours. Parce qu'il a été décrié bien avant le coup d'envoi de cette CAN. Et il a été l'héros de cette finale-là, qui a sauvé toute une nation. Parce que là, quand il refusait de jouer cette finale-là, on savait déjà les sanctions qui allaient suivre. On allait donner la coupe au Maroc. Effectivement, et puis ils allaient perdre leur place pour la phase finale de la Coupe du Monde. C'était des sanctions qui attendaient en tout cas cette sélection sénégalaise. Heureusement qu'il y a eu un homme comme Sadio Mané qui, j'ai aimé son mot, quand il a dit, vous revenez, on va se battre comme des hommes. Oui. Voilà, vous avez vu, franchement, comme des hommes. En tout cas, il faut avoir un Sadio Mané au sein d'une sélection nationale pour prendre des décisions comme ça là, parce que c'est cette décision là qui a sauvé en tout cas le football sénégalais. Il n'a pas contesté. Il n'a pas contesté. Même quand l'entraîneur a dit aux joueurs de rentrer, Sadio Mané est resté. Il n'est pas rentré. Et puis il a pris conseil auprès de certains. Donc on peut dire qu'il a sauvé l'image de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, ça il faut le reconnaître, parce que là, dire qu'une grande nation de football comme le Sénégal là, se comporter de la sorte lors d'une finale, ça veut dire vraiment, c'est une manière de ternir non seulement l'image de football sénégalais, mais également l'image de football africain. Et c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que quelque part les décisions n'ont pas été bien prises. Et ce sont ces failles-là qu'il faut corriger pour les échéances futures. Parce que là, on va encore commencer bientôt les éliminatoires de la prochaine. Les mêmes causes. Qui produisent les mêmes effets. Effectivement, au collège. Franchement, oui. Jules, après la CAN, tout le monde crie à la justice. Même les éliminés au premier tour, on a vu des pays qui ont commencé à lever le doigt. J'ai été triché, je l'ai écrit. Donc tout le monde crie à la justice. Mais la justice est juge et partie. Puisque c'est la CAF et la FIFA. Bon, on va laisser la FIFA. C'est la CAF qui est notre tutelle en matière de football, en matière d'organisation. Les plaintes iront là-bas. Aujourd'hui, ce qui fait la complexité du problème, on est juge et partie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit se passer? Quelqu'un disait que le match n'est pas homologué. Qu'est-ce qui doit se passer après cette finale? Est-ce que la coupe peut être retirée au Sénégal? Est-ce que les sanctions pécuniaires doivent tomber? Est-ce que le Maroc a sa part dedans de mauvaise organisation? Parce qu'il y a l'histoire de serviettes. Pendant que le gardien sénégalais joue, il y a une guerre de serviettes dans son dos. Il regarde, il n'est pas concentré. Vous pouvez prendre un but sur ça. Les ramasseurs de balles qui étaient en guerre avec les joueurs sénégalais. Hakimi qui prend lui-même la serviette, il jette. Donc voilà des manquements à tous les niveaux. Est-ce qu'il va falloir taire cette situation, laisser comme telle, recoller les morceaux du football africain ou se mettre dans les sanctions? Finalement, c'est la CAF qui peut tomber. Oui, on attend la ribambelle des sanctions qui est annoncée par la CAF, parce que les sanctions tomberont. Ça a commencé déjà, parce que quand vous prenez le parcours de Regragui, le parcours de Pape Thiaw, le bon comportement, on ne badine pas avec. C'est à cause dire que Regragui c'est le meilleur entraîneur de la compétition. Ça, c'est une sanction pour Pape Thiaw. Mais Pape Thiaw aussi c'est une question des émotions, parce que selon un média français, il avait giflé sa femme parce qu'elle est revenue en retard. Il a été condamné. Donc ça veut dire que Pape Thiaw ne devrait pas avoir un emploi avec l'équipe nationale du Sénégal. Parce qu'il était condamné un an pour avoir giflé sa femme, parce que ça c'est une question des émotions. C'est ce qui s'est répété. La même action s'est répétée lors de la CAN. Là aussi, il n'a pas pu gérer ses émotions. Il a dit aux joueurs de partir au vestiaire. Donc c'est le même problème. Maintenant, si on approfondit les enquêtes, ça va être très compliqué. Je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à dire, parce qu'on parle actuellement pour le moment, la finale n'est pas homologuée, retirer la coupe, reprendre, et autres dire que c'est pour le Maroc. Maintenant, ça c'est un. Deuxième sanction qui va étonner tout le monde, retirer le Sénégal de la CAN 2027 qui est prévu. Donc, même je suivais même un débat avant-hier, donc ça va être incroyable. Pourtant, c'est prévu. Tout ça là est envisageable. Donc, je pense qu'aller jusqu'à écarter le Sénégal pour la prochaine édition, moi je crois que c'est trop, mais...
Parce que même à la CAF, aujourd'hui, la commission disciplinaire, la CAF est divisée sur la question. L'Afrique est fragmentée entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone sur la question des sanctions. Et il se trouve que le président de la commission disciplinaire est sénégalais. Et il y a, voilà. Il va être jugé parti. Il y a un média marocain, il y a un média marocain qui a fait un article sur ce Sénégalais qui est chargé au niveau de la discipline et autres. Il dit, si vous voyez que les sanctions retardent, c'est parce que c'est un Sénégalais qui est là-bas. Il y a des tohuboui total au niveau de la compétition. Entre le marteau et l'enclume. Donc je pense que c'est très compliqué. Donc pour vous, qu'est-ce que la CAF doit faire ou la FIFA qui multiplie les déclarations de la FIFA? Aller jusqu'à dire faut sanctionner certains. Retirer le trophée, c'est aussi aller trop loin. C'est aller trop loin. Ou bien dire que vous serez écarté pour la prochaine. C'est faire regretter Sadio Mané de son œuvre héroïque. Et cette sanction fait le bonheur d'une autre équipe européenne. La France, parce que les médias français commencent à dire que la France affrontera un Sénégal décimé. Décimé sans est-ce qu'on n'a pas vécu les mêmes situations avec les U17 guinéens? En Tanzanie. En Tanzanie, pratiquement, c'est les mêmes trucs. C'est vrai que c'était, comment dirais-je, purement réglementaire. Et puis, on a vu la Guinée perdre sa place, perdre son trophée, qui n'a pas pris part à la phase finale de la Coupe du Monde, ainsi de sanctionner avec des trucs à payer. Deux éditions. C'est presque des situations similaires. Qui a porté plainte contre la Guinée, c'est bien le Sénégal. Voilà. Donc, les Guinéens qui règlent leur compte, puisque après la Tanzanie, c'est le Sénégal. Non, c'est pas qu'une histoire de régler des comptes, mais c'est juste dire tout ce qu'on a dit, parce que si le Maroc porte plainte, et je suivais un journal la dernière fois, où le Sénégal aussi pense déjà à former le pool des avocats aguerris pour ça. Donc c'est pour dire que c'est pas une petite situation, vu que, par exemple, concernant le Sénégal, rappelez, quelqu'un l'a dit ici, c'était aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, le Sénégal Sud-Afrique-Sénégal. Et la secrétaire générale de la FIFA, c'était une certaine Fatma Samra, sénégalaise. Donc l'homme est toujours au centre des intérêts. Pour la première fois dans l'histoire du football, on a repris un match. On est pris par le temps. Si on dit déplucher l'oignon, on le dit à Soussou, on a oui, parce qu'il y avait si on se met à le faire, on risque d'avoir d'autres problèmes. On va essayer de partir avec vous sur le dernier point, Ablé. Avec tout ce qu'on a vu, c'est vrai, mais il faut reconnaître que cette compétition aujourd'hui, la CAN, est parmi les compétitions les mieux relevées de la planète. La preuve, son poids a influencé le classement FIFA il y a quelques jours. Évidemment, quand on prend les 12 meilleurs du continent, parlant de cette CAN, vous avez le Maroc, pays organisateur, qui est 8e dans le classement mondial. Avant la CAN qui était 11e. C'est un bon. En termes de points. Vous avez le Sénégal 12e mondial qui est 2e derrière le Maroc. Le Nigeria 26e. Le Sénégal qui a grappé 7 points. Effectivement. Le Sénégal a grappé 7 points de plus. Vous avez le Nigeria qui est 26e. L'Algérie 28e. L'Égypte 31e mondial. Et vous avez la Côte d'Ivoire qui occupe la 37e place. Et puis le Cameroun 45e, la Tunisie 47e, la 48e place est la République démocratique du Congo qui va jouer un barrage intercontinental pour compléter le tableau africain à 10 nations pour la prochaine Coupe du Monde. Et puis le Mali occupe la 54e place, l'Afrique du Sud 60e place et le Ghana, même étant absent de cette CAN, est à la 72e place. C'est pour dire autant que la CAN a atteint un niveau assez appréciable. Le niveau est relevé et vous avez des stars du football mondial qui se retrouvent à cette CAN. Vous avez Sadio Mané, Mohamed Salah, Osimhen, les Brahim Diaz du Real Madrid et tant d'autres révélations côté ivoirien, Amad Diallo de Manchester United, et aussi les techniciens africains qui ont montré au monde que oui, quand on investit sur eux, quand ils sont formés à la même enseigne que les autres, ils peuvent relever. Vous avez résumé tout le monde sur ce point, je vais vous relancer. Et puisque nous sommes pays africains, on est lié par l'Union africaine et vous avez suivi sur le petit écran, la Guinée est même revenue. On était suspendu avec l'envoyé de monsieur le président à Addis Abeba
La Guinée est membre fondateur de l'Union africaine. L'Afrique, c'est avant tout une famille. Le football, 90 minutes, ça ne peut pas nous diviser. Et une CAF tremblotante ne peut pas mettre le conflit sur le continent africain. La CAF est née après les indépendances. C'est l'Afrique qui a donné en 1957 la CAF au football africain. Ce n'est pas ce football qui va nous mettre dos à dos. Aujourd'hui, l'heure est à la multiplication des discours à l'apaisement. Du côté marocain comme du côté sénégalais. Le Premier ministre sénégalais est en route pour le Maroc. Pour la commission multilatérale entre le Maroc et le Sénégal, ça tient la route pour le raffermissement des liens. Il y a les guides religieux au Maroc qui ont multiplié les relations combien séculaires entre les deux pays. Ce n'est pas le football. Aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement. Et est-ce qu'il y a un pays africain qui a plus de privilèges avec le Maroc que le Sénégal? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Quand vous arrivez dans toutes les villes marocaines, vous avez plus de Sénégalais que n'importe quel pays subsaharien. Et là, déjà, il y en a. Et il faut aussi comprendre que ce sont des domaines qui ne sont pas les mêmes. Ça, on était sur le terrain. De l'autre côté, il y a la diplomatie, il y a la coopération, il y a autre chose. Mais comme vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Le football, c'est d'abord le fair play. Et vous pouvez perdre, mais ne perdez pas comment dire, sur le terrain et perdre aussi votre honneur. Après tout, ça ne sera que du palmarès. Mamie, l'Afrique doit rester une famille. La diplomatie est en branle. L'apaisement à tous les niveaux, comme je vous le disais tantôt. Il a dit, nos compatriotes, on est à une vingtaine de voyages sur le Maroc, nous ont dit une fois, c'est à cause du Sénégal que tous les Africains de l'Afrique au sud du Sahara sont couverts ici. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que Dr Morissanda suit cette émission. Il pourra nous expliquer la profondeur des relations entre le Maroc et le Sénégal. Effectivement, on l'a dit sur ce plateau-là, le football, c'est avant tout un jeu. Et c'est le fair play qui doit, en tout cas, normalement, primer. Et on doit laisser ces considérations-là. C'est vrai que la faute ne revient pas à ces équipes-là qui se qualifient. Et généralement, c'est l'instance dirigeante ou bien les décideurs qui ne sont pas vraiment tranchants dans la prise des différentes décisions. Et si c'est comme ça, ça devient un peu compliqué. C'est à ce niveau qu'il faut faire une prise de conscience. Dire que si on doit réunir des nations, c'est des gens qui viennent non seulement défendre leur honneur, et puis derrière, on doit être équitable, on doit être, on doit trancher comme il faut. On doit être équidistance. Effectivement, comme le football est régi par des lois. On sait déjà, s'il y a une telle action, ça doit être suivi par des sanctions. Effectivement, donc c'est à eux, en tout cas, d'être beaucoup plus sérieux dans leur prise de décision. Même si la CAF. Les dirigeants de la CAF, et même si derrière, peut-être il faut rappeler que la CAN devient beaucoup plus intéressante parce qu'on sait déjà tout ce qu'il y a derrière comme moins financier. Peut-être on va le rappeler tout à l'heure. La cagnotte qui grimpe un tout petit peu. L'édition précédente, c'était 7 millions de dollars. Et aujourd'hui, pour le vainqueur, aujourd'hui, on a 10 millions de dollars. Pour le vainqueur. Voilà, effectivement. Donc, ça prouve à suffisance que c'est une compétition qui prend de l'ampleur. Donc, pour l'amour de Dieu, il faudrait également que derrière ceux qui prennent des décisions, que la CAF soit équidistance. Pour ne pas que la fête on doit s'attendre à une fête beaucoup plus belle, mais derrière que les décisions ne gâchent pas en tout cas cette fête. Que les liens séculaires entre les pays soient maintenus davantage. On l'a dit, le Maroc et le Sénégal, deux pays frères. Et la fraternité doit rester au-delà du football. Oui, effectivement. Et puis, quand vous prenez aussi ces deux pays-là, c'est les deux-là qui sont les plus représentés au niveau de la CAF. C'est pourquoi il y a des tensions, c'est pourquoi il y a des problèmes. C'est les deux qui gèrent la Confédération africaine de football. Et s'il n'y a pas l'entente, ça va se répercuter sur le football africain. Parce qu'on parle de 2028, qu'on fait au Maroc. S'il n'y a pas l'entente, la CAF sera obligée de commencer dès 2028 la CAN à 4 ans. Parce que là, il n'y a pas preneur. Donc, je crois, s'il n'y a pas l'entente, ça va forcément jouer sur le foot africain.
Et voilà, mesdames et messieurs, Ablain également a son mot sur le renforcement des liens d'amitié entre les pays africains. Au-delà du football, l'Afrique est une famille. Évidemment, le roi Mohamed VI, Sa Majesté, le bureau royal il a fait un communiqué qui en dit long, appuyé par le communiqué même, l'adresse ou le message de El Hadji Diouf, l'un des cadors du football du continent et voire du Sénégal. Le foot, c'est le fair play. Les 90 minutes ne doivent pas gâcher des relations séculaires qui datent de très longtemps. On est sur la ligne d'arrivée. Merci en tout cas, moi j'ai été gâté par cette brochette de journalistes et analystes du service des sports. La seule dame, c'est la gente féminine. Merci Madame Camara d'être venue sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier, parce que là, c'est un privilège de partager un tel plateau avec un si beau décor. On est vraiment gâtés dans le grand débrief, comme on a dénommé d'ailleurs cette émission, le grand débrief de la CAN. Et je fais un plaisir en tout cas de partager ce plateau avec mes collègues du service des sports. Amadou Junior Diallo, il semble que tu es la révélation du plateau Cana. Selon les téléspectateurs. Le chef n'est toujours pas certain. Non, on est certain. Merci vraiment. Un très bon débat, très haut niveau. Merci pour ce travail. Ablain Diallo, merci d'être venu. Merci en tout cas, vous qui êtes le garant du service des sports pour cette conception. Et nous qui sommes agents, et tout le monde a pris du plaisir. Et vivement d'autres débriefs, d'autres débats, surtout sur le football guinéen, puisque la CAN 2027, c'est très très bientôt. Très très bien. Merci à tout ce beau monde qui nous a suivis. Kontigi, merci d'être venu sur ce plateau. C'est les charges du service des sports. Ah oui, un plateau comme ça. Un plateau comme ça ne se refuse pas. Et quand vous regardez tout ce qui nous entoure ici, franchement, même si on m'appelle à 0 heures pour venir ici en plateau, comme ça, dans un cadre comme ça, idéal, franchement, c'est un plaisir pour moi aussi de partager ces moments avec vous, Isiaga, et tous mes confrères du service des sports. Mesdames et messieurs, c'était là le débrief de la CAN 2025 au Maroc. Merci à toute cette lourde équipe technique qui nous a permis de réaliser ce numéro Sport Dimanche post-CAN. Merci à monsieur le chef de programme de la télévision, monsieur Alama, et sous sa clairvoyance, il est même là pour coordonner toute cette affaire avec la main correcte de notre réalisateur habituel, Yamoussa Kamara. Toute cette pochette de grands caméramans déployés dans ce décor exceptionnel donné à la télévision nationale par madame la directrice générale. Alors vivement le plateau exceptionnel du service des sports, parce que c'est un des piliers géants de cette maison. Merci à tous. À la réalisation, Sarata Oulare, elle est très exigeante quand elle réalise. Mesdames et messieurs, le service des sports vous retrouvera très bientôt et à très vite sur les antennes de la télévision nationale. Au revoir. Daki mukanama nate kunyinambe maragiri ala nangwinara idaki yo idaki mukanama idaki adamini daki mukana idaki yo idaki mukanama nate kunyinambe maragiri ala nangwinara Kote fuge sasa mabe mama yo ala ne meima amoro kida na mangera ne do fade na rida bana mangera awa muita na sugandiri angela ya timaita na sugandiri muguni bana mugui baba na sugandiri iyo mangela ya timaita baba na sugandiri
mange konde isara de jenna kui wali vangi oraba duba mama dibe mange konde isara de jenna kui baba wali bibera babe duba baba be mama di murakulu baba na mangera wali ke mange murakulu baba na mangera e kulu baba na mangera gani baba Gidi fore kuye baba mangea Lowende nanu aradika mena gabari ginebe Ena ntana bambuto Awatolo wepe masara lowende natura Fumara ntana bambuto Yakago itana mangera Awatan walike mange Mugakulu itana mangera Awae kulu itana mangera Kadima papa Gidi fore kuye itana mangera Ekulu itana mangera Gidi fore kuye itana mangera Eman fetare eman fakandida Mama di fore kuye itana mangera President yo mangera baila gine borima President mama di itana mangera ganima